Bonjour tout le monde. Vous pouvez mettre, excusez, pardon, vous pouvez mettre votre affichage en mode intervenant si vous le souhaitez, afin de me voir en plus grand. Et sinon, s'il y a des gens qui veulent ouvrir leur caméra, ce sera toujours apprécié également aussi. Ça fait moins que je parle devant un écran noir. Euh, Bienvenue à la présentation en fait offerte par le Gris Québec. J'avais mon collègue Miguel qui devait se joindre à moi ce matin, mais si je ne me trompe pas, là, à moins qu'il sorte des limbes, il y avait des problèmes informatiques, donc ça risque d'être moi ce matin qui va vous entretenir. Je pense qu'il vient de m'écrire, je vais regarder. Non, il a dit je suis là. OK, parfait. Miguel, est-ce que tu veux te présenter brièvement? Juste pas de vidéo. Parfait. Miguel n'a pas de vidéo. Est-ce qu'on t'entend parler, Miguel? Je sais pas, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, Oui, on t'entend, Miguel. tu devrais pouvoir ouvrir la vidéo maintenant aussi. Ah, OK. Moi, je pense qu'il était bloqué. Euh, attends, Ce sera pas très long, tout le monde. Vive les technologies. On s'est pratiqué hier, c'est ça le pire. non, j'ai complètement un bug. Ma caméra ne veut pas rouvrir du tout. Bon, eh bien, Miguel, on t'entendra alors sans voir ta belle personne. Parfait. Petite présentation du Gris Québec. En fait, on nous a demandé un petit peu de venir vous parler de l'image de la communauté, hein, de la diversité sexuelle et de genre. Justement, moi, je vais vous entretenir environ là, pendant une quinzaine de minutes sur un peu l'évolution de notre image au fil du temps avec les lois hein, qui ont passé, tout ça. Et Miguel, qui est intervenant là, auprès de notre milieu jeunesse, l'accès pour les 14 à 21 ans, va vous entretenir dans les derniers 15 minutes pour un petit peu l'image actuelle maintenant, qu'est-ce qu'il y en est là, auprès de nos jeunes. Donc, en présentation, le Gris Québec, très résumé, notre mission, c'est de promouvoir une vision positive des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Donc, c'est pas de se promener dans la rue avec nos drapeaux, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut simplement dire d'offrir des modèles à nos jeunes. Comment qu'on arrive en fait à accomplir notre mission? C'est par différents services. Donc, les services que je chapeaute sont particulièrement la formation professionnelle. Si vous voulez rendre votre milieu plus inclusif, savoir comment mieux intervenir auprès des jeunes et moins jeunes LGBTQIA+. Et je chapeaute également aussi tout ce qui est les témoignages devant des groupes, que ce soit en classe, en maison des jeunes ou même dans des milieux de personnes âgées. Et toi, Miguel, pour tes services? Oui, je vais y aller. Désolé si vous ne pouvez pas me voir. Pour la présentation, je pourrais peut-être spécifier, si vous voulez, taguer l'image à Michael pour voir justement le PowerPoint pendant que je parle, si vous êtes en affiché pour parler. Sinon, vous n'allez pas voir la présentation, ça va aller mieux. Donc, moi, de mon côté, c'est vraiment tous les services d'intervention psychosociale. Donc, ça va inclure vraiment tout ce qui va toucher l'accompagnement, le soutien, l'intervention en soi aussi. Comme Michael l'a mentionné, il y a le milieu jeunesse, l'accès dont je m'occupe pour les jeunes de 14-21 ans de la diversité sexuelle et de genre, ainsi que les alliés. Il y a aussi tous les programmes de jumelage qu'on offre. Donc, le jumelage, c'est vraiment un programme de part et pour. Donc, c'est nos bénévoles qui vont faire les rencontres d'accompagnement pour justement pouvoir partager leur vécu avec d'autres personnes. Donc, aider des plus jeunes ou des moins jeunes aussi à cheminer au niveau de leur parcours selon leur identité sexuelle ou leur identité de genre. Il y a la même chose aussi qui se fait pour les parents à travers l'Accès Parents. L'Accès Parents, c'est un groupe qui va bientôt commencer, un groupe de parents, vraiment un groupe de discussion et d'échange. Mais il y a aussi le même service là, au niveau du jumelage en individuel auprès des parents qui peut être donné, tout simplement pour que les parents puissent échanger entre eux. Encore là, dans un endroit sécuritaire où est-ce qu'ils peuvent vraiment discuter de tout en lien avec leur enfant qui vient de faire un dévoilement récemment souvent. Puis aussi, le dernier volet, je m'occupe, c'est vraiment tout ce qui va toucher les suivis psychosociaux. Donc, toute personne qui va venir au gris pour avoir de l'aide, que ce soit dans un questionnement, que ce soit pour quelque chose qui s'est passé au travail, par exemple, ou peu importe, on va vraiment faire un suivi pour pouvoir justement aider ces personnes-là à cheminer au niveau des problématiques qu'ils peuvent vivre et ou surtout répondre à leurs questionnements, donner de l'information, comme par exemple les parcours de transition pour les personnes trans et non-binaires qui peut être un peu flou parfois. Donc, nous, on va donner vraiment l'information pour les guider là-dedans. Donc voilà, je te relance la parole, Michael.
Merci, Miguel. Donc, avant de débuter, je tiens toujours, quand je donne une petite formation, conférence, n'importe quoi, à faire un petit peu de reconnaissance. Vous êtes peut-être habitué à la reconnaissance territoriale. Personnellement, je préfère la reconnaissance des privilèges. Je veux dire, je ne vais pas déménager de ma maison pour céder mon territoire au peuple autochtone, mais je pense que quand on reconnaît ses privilèges, c'est là qu'on devient un bon allié. Parce qu'on apprend à quand parler, hein, et quand céder notre parole. Donc, je vais reconnaître les privilèges de moi et Miguel. Vous ne le voyez pas, là, mais les deux, nous sommes des personnes qui, par la société, sommes perçues comme étant des hommes. Donc, nous avons le privilège masculin. Nous sommes également deux personnes blanches qui descendons des peuples colonisateurs. Nous sommes deux personnes en capacité aussi. Nous avons eu une bonne éducation, nous avons des emplois stables aussi. Donc, toutes ces choses-là là, qui sont des privilèges peuvent amener un certain biais, mais nous essayons quand même au Gris-Québec d'être le plus intersectionnel possible là, et d'avoir justement en écoute les diverses communautés. Donc, pour commencer maintenant, alors l'évolution de l'image qui en a été. Donc, en fait, on va commencer à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, avant la montée d'Hitler, peut-être que certaines personnes ne le savent pas, mais déjà dans les années 30, Berlin était une ville LGBT-friendly. Donc, c'était vraiment une ville, justement, qui accueillait des visiteurs, qui avait des bars LGBT, il y avait des revues LGBT. Bien entendu, lorsqu'Hitler est arrivé au pouvoir, vous comprendrez que les LGBT étaient une tare à la race humaine. Donc, ceux qui étaient quand même pas pires, là, blonds, yeux bleus, ben, on a essayé de les convertir. Clairement, ça n'a pas marché. Et les autres, ben, hein, let's go en camp de concentration. Et ça a été très facile d'aller chercher ces personnes-là, en fait, parce qu'on a pris les listes d'abonnements aux magazines. Donc, il y a dans nos populations plus âgées LGBT, je vous dirais qu'il y a cette crainte-là qui est encore présente. Parce qu'il y a des gens qui ont connu un parent, un grand-parent, qui a été justement emprisonné lors de ce troisième reach. Et ce qui est à savoir aussi, c'est qu'une fois que les Alliés ont libéré les camps de concentration, les personnes LGBT, elles, n'ont pas été libérées. Ben non, voyons, c'était illégal. Hein? Et comme elles étaient taguées par les beaux triangles, ben on les a pris des camps de concentration et on les a envoyées en prison. Ça a pris environ peut-être encore une dizaine d'années avant qu'elles retrouvent enfin la liberté. Donc ça a été un événement assez marquant de la communauté. Par après, bien, il y a eu dans les autres événements marquants Stonewall, que c'est vraiment là que nos mouvements pour acquérir nos droits ont commencé. Donc, en 1969, que les premières émeutes ont commencé, les premières fiertés aussi. Chose peut-être qu'on ne sait pas, désolé, ce n'est pas un homme gay blanc qui a commencé ça. C'est une femme noire, trans, travailleuse du sexe. Donc, Marsha P. Johnson. Alors, quand on parle d'être intersectionnel dans notre belle communauté, c'est ça. Et à ce moment-là, ce qu'on pouvait lire dans les journaux pour vous donner un peu une image de comment qu'on avait l'image à cette époque-là de la communauté, ben, Homo Nest Raid. Donc, un nid d'homosexuels a été pillé et là, oups, les Queen Bee commencent à se fâcher. Clairement, aujourd'hui, on lirait ça, ça ne passerait pas. Mais à l'époque, c'était l'image qu'on avait des personnes homosexuelles et trans et toutes les autres belles personnes sous l'arc-en-ciel. On continue alors d'évoluer dans nos droits, donc on a commencé à se lever puis à réquisitionner. Hein. Donc, finalement, on a atteint la décriminalisation de l'homosexualité. On a réussi en 1973 à faire retirer le diagnostic d'homosexualité du DSM. Donc, quand on s'en allait vers justement la reconnaissance comme quoi que ce n'était pas une maladie mentale. Malgré que ça a été décriminalisé, il a continué d'avoir des descentes. Il a continué d'avoir énormément de stigmatisation. Il y a une descente à un bar montréalais, le Trox, qui a été marquante particulièrement. Donc, on recevait les Jeux olympiques, on a voulu faire le beau ménage de la ville. C'était ça. Les personnes, bien sûr, ne pouvaient pas être arrêtées pour homosexualité. Elles ont été arrêtées pour grossière indécence et présence dans une maison de débauche. C'était ça à l'époque. Donc, bien entendu, c'était de la discrimination. Alors, il y a eu manifestation et quelques mois plus tard est rentré dans la Charte des droits et libertés l'interdiction de discriminer pour l'orientation sexuelle. Donc, c'est quand même en 1977 que c'est arrivé. Mes parents étaient adolescents. Donc, ça montre quand même qu'il y a des gens qui ont grandi là-dedans.
Et à l'époque, hein, ben, c'était super descente chez les homos. C'était ça qu'on lisait dans le journal. Et bien entendu, les années 80 ont été marquées par la crise du sida. Donc ça, je ne vais pas m'aventurer plus que ça. Le NIELS Québec a beaucoup plus d'expertise que le GRI Québec là-dessus. Mais tout ça pour vous dire que malgré les droits qui avançaient, il y a continué d'avoir une stigmatisation des populations LGBT, particulièrement les hommes gays. Hein, c'était ceux qu'on visait là, avec le sida. Et bien entendu, ben, on essayait de trouver la personne coupable là, qui avait amené ça. Donc, on cherchait auprès des gens qui étaient LGBT. On continue encore dans le temps. Années 90-2000, mon Dieu, j'arrivais au monde, ça y est, enfin. Donc, année 92, enfin, mon Dieu, quasiment 20 ans après le DSM, on retire de l'Organisation mondiale l'homosexualité de la liste des maladies mentales. En 96, on finit par reconnaître au Québec que les couples LGBT sont des vrais couples aux yeux des assurances. Donc, à partir de ce moment-là, je peux bénéficier de l'assurance vie de mon conjoint ou de ma conjointe qui décède. Avant, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas non plus être sur l'assurance maladie de mon conjoint ou de ma conjointe de son travail. Donc, en 96, j'avais 5 ans. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, encore là, stigmatisation. 2005, on légalise finalement le mariage homosexuel au Québec. Bien entendu, il y a toutes sortes de polémiques qui sont levées. Voyons donc, le mariage, c'est seulement un homme, une femme. On en a entendu beaucoup parler, débattre aussi. Lorsqu'on légalise le mariage, bien, la question de la famille suit assez rapidement aussi. Donc là, ben, qu'est-ce qu'on voit? Wow, attends un peu, deux papas, là, c'est pas une famille, ça. Donc encore là, on voit qu'il y a du chemin à faire. Il y a encore beaucoup de stigmatisation face à la communauté. 2009, première politique de lutte contre l'homophobie qui a été développée par le Québec et cette politique-là est renouvelée là, aux 5 ans. Aujourd'hui, donc 2010-2020, encore un petit peu plus proche de nous, qu'est-ce qu'il y en est? Donc, depuis 2015, alors cela fait 6 ans que je ne suis plus malade mentale selon le DSM, parce que oui, je suis une personne trans. Ensuite, 2018, on a ajouté dans la Charte des droits et libertés qu'on ne pouvait pas discriminer sur l'identité et l'expression de genre. Petite anecdote, moi j'ai gradué en 2016 d'un bac en enseignement. Je me suis fait fermer la porte au nez de des entrevues à cause de mon style vestimentaire. À l'époque, j'étais une femme qui avait un style masculin. Donc, ça ne fitait pas avec l'école et je n'avais pas de recours. 2019, mon Dieu, le gouvernement nous lance ça comme une grande avancée. Les HARSA vont pouvoir donner du sang après 3 mois d'abstinence. Parce que clairement, on ne teste jamais ton sang avant de le donner à quelqu'un d'autre. T'sais. On se fie à ta bonne parole. Donc non, ce n'est pas tant une grande avancée. Ça maintient encore la stigmatisation face aux hommes gays surtout. Et 2019, on retire de la liste des maladies mentales de l'OMS la transidentité. Donc techniquement, mondialement, ça fait 2 ans que je suis sain d'esprit. Et depuis 2021, il y a un jugement qui est passé. On va aller vers la reconnaissance légale des personnes non binaires. Rassurez-vous, cela ne signifie pas d'enlever hommes et femmes. On ajoute simplement une option de plus. D'accord? On n'en enlève pas, on en ajoute. Donc, malgré toutes ces belles avancées-là, malgré la belle reconnaissance légale que le Canada montre à la diversité sexuelle et de genre, il y a encore du chemin à parcourir. Il y a encore, bien entendu, des choses à faire. On n'a qu'à regarder les journaux. On le voit avec les féministes, le spectre qui entre les féministes. Mon Dieu, les femmes trans, ça y est. On se calme un petit peu. Aux États-Unis, là, savez-vous c'est quoi la moyenne d'âge d'une femme trans noire? C'est 37 ans. Donc, rendu là, je pense qu'on peut se poser des questions comme société. Ensuite, mon sang est-il gay? On le voit encore. Pourquoi qu'encore aujourd'hui, il y aurait stigmatisation sur les dons de sang? Et finalement, encore dans à peu près plus d'une 50aine de pays, l'homosexualité est illégale, voire passible de peine de mort. On ne parlera même pas de transidentité. Dans ces pays-là, ça n'existe juste pas. On n'est pas du tout rendu là. Par contre, on commence à avoir des belles représentations aussi. Je vous invite à écouter Disclosure sur Netflix si vous ne l'avez pas encore fait, qui présente justement un beau portrait de l'évolution de l'image, surtout des personnes trans dans l'actualité, dans les médias. Mais c'est ça. Donc, de plus en plus, on commence à avoir des modèles par des séries aussi des adolescents, Sex Education et tout ça. Mais, somme toute, il y a encore du travail à faire de sensibilisation.
Alors, Miguel, je vais te céder la parole maintenant et tu n'auras qu'à me dire change de diapositive pour que je change. Parfait, j'adore. Donc, moi aujourd'hui, je vais plus vous parler, tu pourras déjà aller sur la prochaine, Miguel. Je vais vous parler vraiment de l'image des jeunes qu'on voit aujourd'hui. Je tiens à préciser, on ne s'est pas nécessairement basé sur des choses au niveau des recherches ou quoi que ce soit, mais bien sur notre expérience terrain au niveau de qu'est-ce qu'on a vu au gris en général à travers tous les services. Donc, je tenais quand même à donner cette spécification-là. Par rapport à l'image des jeunes, je dirais que c'est quand même d'une façon très générale positive. Euh, En majeure partie, la clientèle qu'on va voir, les personnes qu'on va voir, les jeunes qu'on va voir, c'est beaucoup des jeunes qui vont être justement en difficulté ou des personnes qui vont être en difficulté ou qui vont justement, ils viennent chercher de l'aide. Donc, il y a certains éléments au cours de leur cheminement qui sont un peu plus difficiles. Euh, il y a quand même quelques éléments qu'on va remarquer, justement, que par rapport aux jeunes, principalement, la reconnaissance de leur orientation sexuelle et l'identité de genre se fait beaucoup plus facilement. Tout simplement dû à l'accessibilité auprès d'Internet, le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui est transmise par rapport à tout ce qui touche la diversité sexuelle et de genre. Donc, ça permet justement à ces jeunes-là, aux personnes aussi un peu plus âgées, de mieux se reconnaître là-dedans, de mieux, pas nécessairement s'étiqueter, mais bien de se retrouver au niveau de toutes les terminologies, puis vraiment trouver quelque chose qui va se rapatrier à eux le plus possible. On peut voir aussi qu'il y a de plus en plus de modèles qui sont montrés dans la diversité. Donc, contrairement à avant, où est-ce que, par exemple, dans Virginie, il y avait un modèle d'une personne homosexuelle qui suivait extrêmement beaucoup les stéréotypes, maintenant, on voit vraiment différents modèles, vraiment pour montrer la diversité dans la diversité. Euh, Ce qui permet justement aux jeunes, aux personnes aussi de mieux se reconnaître là-dedans, de ne pas nécessairement se fier à la pointe de l'iceberg, pardon, qui fait en sorte qu'on va se baser beaucoup sur les stéréotypes justement pour reconnaître une personne homosexuelle, bisexuelle ou trans ou non-binaire. Donc, le fait d'avoir de plus en plus de modèles va beaucoup aider. C'est sûr qu'actuellement, les modèles de personnes trans et non-binaires, on peut voir qu'il y en a beaucoup moins qu'en orientation sexuelle. Plus le temps va avancer, plus il va en avoir, plus on va pouvoir justement s'identifier à ces personnes-là du fait qu'on va avoir différents modèles disponibles. Il y a aussi le milieu pas le milieu jeunesse, pardon, le milieu familial qui va jouer justement un grand rôle sur la perception de soi, l'image de soi. Souvent, ce qu'on peut remarquer à travers les différentes interventions qu'on fait au gris, c'est beaucoup le fait que la famille va jouer un grand rôle. Pour vous donner un exemple concret, s'il y a de l'homophobie, de la transphobie au niveau des paroles, sans nécessairement que ce soit volontaire, ça va faire en sorte que les personnes, ça se pourrait que leur cheminement soit un peu plus ralenti, dans le sens que ça se peut qu'il y ait des craintes, qu'il y ait des peurs de le dire à leurs parents. Ça se peut que les parents soient aussi fort probablement les dernières personnes à le savoir du fait que le jeune va être stressé de le dire à ses parents. Il va avoir peur d'être rejeté parce que je ne le cacherai pas. Même encore en 2021, on peut avoir des cas de jeunes qui se font mettre à la porte de chez leurs parents parce qu'ils ont dit qu'ils étaient gays, parce qu'ils ont dit qu'ils étaient trans, peu importe. C'est encore une réalité qui est présente aujourd'hui. Je tiens quand même à le spécifier. Il y a aussi le réseau social des jeunes et des personnes aussi qui vont jouer un grand rôle du fait que au niveau de l'image, si nos amis l'acceptent très bien, généralement, ces personnes-là, on ne les verra pas dans son service. Si ça se passe plutôt mal, là, on va les voir parce qu'ils vont se sentir plus seuls, plus isolés. Ils vont pas sentir qu'ils vont avoir nécessairement l'aide, avoir un bon réseau social pour les supporter à travers tout le dévoilement qu'ils vont faire. Donc ça aussi, ça peut jouer un rôle assez important. Puis aussi, ça c'est vraiment une chose qu'on peut remarquer à travers les appels, à travers les demandes d'aide qu'on a. Lors d'un coming out, la réaction des personnes peut jouer un rôle. Le peut jouer un rôle est très important. C'est pas va jouer un rôle nécessairement, mais ça peut jouer un rôle dépendamment des facteurs de protection des personnes, dépendamment de comment ils vont le percevoir, au niveau de la réaction, de comment on va prendre le coming out. Tout ça va jouer un rôle sur la personne. Ça se peut que euh, le jeune qui va le raconter, ça ne dérange pas, même si la personne dit oh mon Dieu, ça me surprend ou quoi que ce soit, tu ne le prendras pas personnel, tandis que d'autres, dans certains cas, pourraient euh, y aller un peu plus personnel, puis ça pourrait même bloquer aussi le fait de faire un coming out, puis aussi jouer sur l'image de soi en se disant
simplement, est-ce que je suis normal, en gros guillemets? J'aime pas vraiment utiliser ce terme-là. Mais ça va jouer beaucoup au niveau de comment le jeune va se percevoir, comment la personne va se percevoir aussi, tout simplement. Donc, tu peux changer de diapo. Justement, en lien avec ces petits éléments-là que je présentais, c'est vraiment pour vous montrer l'importance des lieux de rassemblement. Le but n'est pas nécessairement de s'isoler, d'être vraiment entre notre communauté ou quoi que ce soit, mais bien d'avoir un milieu qui permet d'être soi-même. Donc, pour vous donner un exemple, avec notre milieu jeunesse, au niveau de l'accès, par exemple, c'est souvent le premier endroit que les jeunes vont faire un coming out. Les parents, les amis ne sont pas au courant et les jeunes qui viennent vont faire souvent un premier coming out, vivent leur identité de genre si c'est des personnes trans ou non-binaires, par exemple, faire des tests et tout ça. Donc, ils peuvent vraiment se permettre d'être soi-même, puis vraiment de leur permettre aussi de cheminer dans leur cheminement personnel, si on veut. Ça permet aussi de pouvoir répondre à ces questions, d'être en contact avec d'autres personnes, justement, qui ont eu un vécu similaire. Par exemple, si je parle du programme de jumelage, qui est un peu dans ce but-là, de voir justement à travers le parcours de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on peut retirer de ça qui va nous aider personnellement dans notre parcours, puis dans notre image de soi aussi. Si on se dit, par exemple, au niveau de la perception de soi, euh, mettons un jeune, pour vous donner un exemple, qui va rencontrer un de nos bénévoles, que ce bénévole-là, par exemple, est très à l'aise d'embrasser son copain en public, que le jeune est comme moi, je veux pas, puis qui va chercher la raison de pourquoi le bénévole est à l'aise, puis la réponse va être tout simplement, ben, tu sais, je veux permettre justement aux plus jeunes de voir que c'est un comportement qui est normal, c'est juste de l'amour qui se donne entre deux personnes, puis vraiment de montrer l'importance justement que c'est correct, tout simplement, puis vraiment travailler beaucoup au niveau de la perception du fait de justement embrasser son copain en public, par exemple. Qu'est-ce que ça peut faire comme effet autour de nous? C'est aussi, on va parler aussi du fait qu'il va y avoir beaucoup moins de préjugés, dans le sens qu'on va être beaucoup entre nous, on va comprendre les réalités des autres. On ne se cachera pas, ça va arriver qu'il va y avoir des préjugés entre les membres de la communauté, mais il y en a extrêmement beaucoup moins que quand on se retrouve en minorité au sein d'un groupe hétérosexuel, par exemple, ou de personnes cisgenres. Sentiment d'appartenance, ça va aider beaucoup aussi, pas, pour ce qui est de l'image de soi. Le fait de se retrouver dans un milieu qui va avoir beaucoup de personnes qui vont nous ressembler, ça va faire en sorte justement que les jeunes vont s'apatrier comme un peu une famille choisie avec ce groupe-là. Souvent, c'est un commentaire qu'on peut entendre au niveau de l'accès. Pas, c'est, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est le seul milieu LGBTQ+, donc en diversité sexuelle et de genre, dans l'est de la province. Fait que souvent, les jeunes qui vont venir vont trouver que c'est comme un peu leur deuxième famille, leur famille choisie. Avec les personnes, c'est des personnes avec lesquelles ils vont avoir confiance puis qui vont avoir tendance aussi à se confier quand ça va pas bien. Donc, le sentiment d'appartenance est fort, puis ça va beaucoup aider justement au niveau de l'image de soi, de voir qu'il y a d'autres personnes, tout simplement, qui nous ressemblent. Puis ça permet aussi, finalement, au niveau de l'accompagnement et du soutien, d'avoir du soutien entre pairs, du soutien aussi, si je vais avec le service du GRI, il y a aussi un soutien psychosocial de la part de l'équipe d'intervention, aussi de l'équipe d'animation, donc les bénévoles qui sont présents aussi dans le milieu pour partager leur vécu, qui vont faire beaucoup d'écoute, qui vont être très empathiques aussi envers les jeunes pour les aider à cheminer au niveau personnel dans tout ça. Donc, le but des lieux de rassemblement, je tenais à l'exprimer, que c'est quand même très important au niveau de l'image de soi. Dans certains cas, c'est pas tout le monde qui va vouloir aller dans des milieux comme ça, qui vont préférer peut-être plus être à l'écart, rester plus dans leur gang, mais pour ceux que c'est important, ça va avoir une très grande importance, justement. Donc, c'était vraiment pour vous montrer ce que ça peut faire en bout de ligne. Donc, toujours changer de diapo. Et le dernier point que je pourrais vous parler aussi, qui va jouer énormément sur l'image de soi, principalement auprès des jeunes, puis aussi des moins jeunes. Donc, j'inclus aussi là-dedans les personnes âgées. Je veux pas. Puis je vais faire un pont aussi avec ce que Mickaël a raconté, a montré plutôt au début, avec la ligne du temps. Au niveau des modèles, le fait d'être en contact avec des personnes vivant les mêmes réalités, ça revient un petit peu avec ce que j'ai déjà dit avant. Ça va aider beaucoup, justement, au niveau de l'image de soi, de voir, exemple, hey, ben, tu sais, tel acteur, il y a un parcours qui est très similaire au mien. Mon Dieu, ces chansons, je les adore. Ça se peut que les personnes justement s'identifient à cet acteur-là, tout simplement, puis ça va les aider à avoir des modèles positifs, de sortir un peu du négatif, puis vraiment avoir des modèles positifs, des modèles significatifs.
Puis ça, c'est pas nécessairement du monde de la diversité sexuelle qui peut être un modèle positif. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit peu des images dans le bas. Pour ceux qui ne reconnaissent pas le fameux drapeau noir, blanc et arc-en-ciel, si on veut, c'est vraiment le symbole pour les alliés. Donc, quand on met les alliés, c'est vraiment pour montrer que tout le monde peut faire une différence. Autant dans les moments, exemple, qu'une personne va faire un dévoilement, la façon qu'on va accueillir le dévoilement peut avoir un impact, comme j'ai nommé plus tôt. Donc, le fait de bien recevoir ça, de donner les ressources, de montrer justement à ces personnes-là qu'ils peuvent avoir de l'aide, que c'est pas, ils sont pas anormaux ou quoi que ce soit, c'est normal de se questionner. Ils peuvent avoir réponse à leurs questions. Donc, d'être un bon allié aussi, c'est de bien accompagner, bien soutenir et bien recevoir aussi un dévoilement d'une personne. Le fait d'être en contact avec des adultes significatifs, ça va aller au sens très large. Ça peut être un professeur, ça peut être un intervenant d'une école, un intervenant d'un milieu communautaire, ça peut être un ami de l'un de nos parents, par exemple. Vraiment avoir un contact avec un adulte significatif va beaucoup aider. Le fait de pouvoir se confier, de pouvoir parler, de pouvoir ventiler va aider beaucoup au niveau de l'image de soi, au lieu de se sentir seul, reclus un peu dans son coin. De pouvoir aussi contrer les préjugés, dans le sens que on a un rôle quand même important. Si je comprends, pour ceux qui sont intervenants principalement, le fait de contrer les préjugés, c'est peu importe les problématiques, les réalités que les personnes qu'on va voir vont vivre. C'est très important de le faire justement pour montrer que les personnes ne sont pas seules, puis ne sont pas obligées de, de fitter, désolé de l'anglicisme, je trouve pas de meilleur mot, dans le moule que on aimerait que le monde soit dedans, si on veut, dans notre société. Donc, le fait de contrer ces préjugés-là va beaucoup aider justement en montrant qu'il y a une diversité dans cette grande diversité-là. L'importance, souvent, on peut se faire questionner aussi au niveau des étiquettes. Pourquoi il y en a autant? Mon Dieu, je me perds dans toutes ces lettres-là. L'important, c'est pas de connaître toutes les lettres par cœur. Ces lettres-là existent simplement pour aller spécifier des réalités très spécifiques chez chacune des personnes, puis qui va aider justement à mieux s'auto-identifier en bout de ligne. Oui, il en existe plusieurs. Même nous qui travaillons en Hongrie, je pense pas qu'on les connaisse toutes, même à gang. Ce qui fait en sorte que euh, c'est important de savoir cette partie-là, justement, du fait que c'est vraiment uniquement pour aider les personnes à s'auto-identifier, de bien comprendre leur réalité, puis de voir aussi qu'il y a un mot pour exprimer leur réalité, qu'ils ne sont pas seuls dans tout ça. Puis ça aussi, c'est un élément qui va aider beaucoup à l'image de soi, à la perception de soi, de voir que, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de qui n'est pas nécessairement qui a pas nécessairement beaucoup de pulsions sexuelles, par exemple. Ben, tu sais, il existe la sexualité au niveau des étiquettes. Ça se peut que la personne se reconnaisse là-dedans, qu'elle aille se renseigner, puis qu'elle se dise « Ah mon Dieu, ça me ressemble. Je suis Juste pas vous aviser anormal ou qu'il quoi que ce restait soit. » 5 minutes. Merci beaucoup. Parfait. Donc, tout ça pour dire que vraiment, toutes les personnes peuvent faire une différence dans l'image que les jeunes peuvent avoir ou que les personnes même peuvent avoir. Dans le sens que le fait de briser les préjugés, de pouvoir les soutenir, de bien les accueillir, d'avoir aussi des milieux de rassemblement pour eux, ça va grandement aider certaines personnes. Encore là, ça reste du cas par cas. Chaque humain est différent. C'est bien important de le retenir, mais c'est vraiment très important de prendre en considération tout ça. Puis pour conclure, faire un pont aussi avec la ligne du temps que Michael a présentée, pour les personnes plus vieilles par rapport à l'image de soi, c'est important de connaître aussi l'historique, l'histoire un peu de notre belle communauté, en faisant partie moi-même aussi. Ça permet justement que lorsqu'on tombe confronté à une situation, exemple, d'une personne de 70 ans qui aimerait faire un coming out, c'est de prendre en considération aussi que cette personne-là a vécu tout ce qui touche, exemple, la crise du sida, le fait que ça a été enlevé du code criminel. J'ai toujours de la misère avec le mot, désolé. euh, de prendre en considération que cette personne-là a grandi dans un contexte très différent qu'un jeune, exemple, qui va naître aujourd'hui avec les nouvelles lois qui sont apparues justement au niveau de l'identité de genre, par exemple, que les autres lois ont toujours existé. Le contexte est très différent. Puis le but n'est pas non plus de dire, ben, tu sais, aujourd'hui, c'est correct, que tu peux te le permettre. Ça se peut que la personne ait certains blocages, que son image de soi, la perception de soi soit très affectée par rapport à ce qu'elle a vécu, que ça peut être par rapport à son estime qui est peut-être basse, plus ou moins. Peut-être aussi qu'il y a des événements traumatiques. Tu sais, la crise du sida, ça n'a pas été un événement très facile pour ceux qui l'ont vécu, pour ceux qui ont vu des amis autour d'eux dans cette crise-là.
Donc, c'est de prendre tout ça en considération parce que l'image puis le fait de travailler avec ces personnes-là par la suite va être beaucoup important euh, pour pouvoir justement s'assurer d'un bon suivi puis de vraiment offrir la meilleure aide possible à ces personnes. Donc, voilà. Je ne sais pas si, Miguel, tu voulais faire un petit mot de clôture pour finaliser tout ça. Non, je pense que un petit mot de fermeture, peut-être dire qu'en fait, plus qu'on va avoir de modèles variés, plus que nos jeunes vont se reconnaître facilement, plus que nos jeunes vont vivre aussi dans une société qui va devenir de plus en plus inclusive. Moi, je rêve d'une société que dès la maternelle, on va être ouvert à la différence de tous et chacun. Alors voilà. Donc là-dessus, ben, ça terminait notre petite présentation d'une petite demi-heure sur justement un petit peu l'évolution de l'image des personnes LGBTQIA+. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous en poser. Sinon, on vous invite toujours à consulter le griequebec.ca, notre site web là, qui est toujours tenu à jour là, pour l'ensemble de nos services. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et accueillis aujourd'hui.